Conçue pour travailler dur, la camionnette 1 tonne à éjection électronique et caisse à double paroi. La fourgonnette Toyota avec plus d'espace de chargement que toute autre fourgonnette de sa catégorie. La camionnette extra cab à longue caisse pour une plus grande capacité de charge et un levier sur colonne de direction en option pour accueillir 3 passagers. Les camionnettes Toyota sont dures à la tâche. Toyota, le choix robuste. Qui pourrait en demander plus? Toyota. Essayez la gomme extra sans sucre avec NutraSucre. Saveur extra, plaisir extra, une gomme extra sans sucre. L'extra, la gomme sans sucre avec NutraSucre a une saveur extra rafraîchissante qui dure extra longtemps. Saveur extra pour la route extra longue. Saveur extra pour l'appel extra long. L'extra Ricky, la saveur extra fraîche qui dure extra longtemps. Essayez la gomme extra sans sucre. Vive la nouvelle forme et vive la nouvelle forme de protection légère, Light Days Contour, votre forme de protection. Light Days Contour est profilé selon votre silhouette afin d'épouser parfaitement vos formes. Extra mince parce que c'est une Light Days. Essayez la nouvelle protection légère, Light Days Contour ou la Light Days originale de forme ovale. Light Days, votre forme de protection. Isabelle, c'est Cécile. Est-ce que tu as l'adresse d'Adeline? Oui, pourquoi? J'arrive. 3 femmes confrontées aux difficultés de la vie. Femmes de personne à Ciné Mardi la semaine prochaine. Je regardais ses dents. C'est une déformation professionnelle. Moi, la première chose que je regarde chez un être humain, c'est ses dents. Il y a des dents très intéressantes. Monique, c'est pas de l'amour que je t'offrais, là. C'est juste faire l'amour avec toi. Hein? L'amour, ça se trouve pas comme ça. Tu peux pas te commander un amour comme tu te commandes un T-bone. Elle est dentiste, divorcée tout comme lui. Il n'en fallait pas plus à l'amour pour les réunir. Avec un grand A, avec Louisette Dussault et Marc Messier, mercredi 21h. Pour commencer, un épais filet de sole au goût bien frais. Puis, une légère panure à l'orientale, délicatement assaisonnée. Faites cuire 20 minutes au four ou 3 minutes au four micro-ondes. Ajoutez votre salade préférée et vous voilà prêt à déguster les filets soupes et légers de Highliner. 200 calories par filet. Morue, goberge, aigle fin, sole. Du bon poisson pour votre argent. Highliner, question poisson. Nous sommes si difficiles que nous pêchons le nôtre. À Téléservice ce soir. En prenant le virage santé logique, découvrons l'importance de l'espace vital. La peur diminue-t-elle la qualité de vie des personnes âgées? Le sida, sans question, sans réponse. Coupe Montréal, une compétition internationale d'haltérophilie. Le nouveau solaire, des maisons construites en fonction de la chaleur du soleil. Abus de pouvoir, manipulation, sévices psychologiques, discrimination. Que se passe-t-il dans nos écoles? Philippines, Ferdinand Marcos a pris la fuite. Et le monde de l'éducation tend la main aux petites entreprises qui veulent s'informatiser. Tous les samedis, en studio, sous plateau, parce qu'on est bien curieux. TV Hebdo est sur les lieux. Allume ton TV Hebdo, c'est le magazine complet de la télé.
Cette aide-là est unique. On le trouve dans des banques et des caisses populaires et c'est gratuit. Sauf en ce qui concerne l'information dans Habitabec. Elle vaut son pesant d'or. Des articles de fond sur des sujets d'un intérêt inestimable. La protection du consommateur, le dernier cri, la dernière mode, les adresses des fournisseurs et constructeurs, décoration, rénovation, l'immobilier, la valeur réelle des maisons, le logement, sans oublier les petites annonces. Pour de l'information qui vaut son pesant d'or, Habitabec, le guide complet pour mieux se loger. Ici Claude Saucier, bonsoir. Malgré que les règlements, les lois aient changé dans le milieu scolaire depuis bien des années, on peut se rappeler que les professeurs avaient le droit, parfois, il y a encore pas si longtemps, de frapper un élève quand c'était nécessaire. Aujourd'hui, c'est disparu, mais il semble subsister de l'oppression dans les écoles que nous allons décrire tout à l'heure plus attentivement. D'abord, j'aimerais savoir s'il y en a ici autour de la table qui ont déjà vécu une forme de violence à l'école qui les a marqués. Jeannette, par exemple, est-ce que vous avez eu des problèmes quand vous étiez à l'école? Est-ce que vous avez des choses? Ben, sans doute, comme tous les enfants, mais je dois dire que les professeurs n'étaient pas violents envers nous. Dans les couvents de filles, on se faisait pas battre. Mais avec le nom que vous portez, Biondi, est-ce qu'il y avait une forme de racisme? Ah, ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est arrivé. Effectivement. Oui, c'est arrivé. Guy Richer, est-ce qu'on vous a claqué par la tête des Oui, j'ai eu mes taloches, là, comme tout le monde, là, tirer l'oreille, tirer les cheveux. Je le méritais pas toujours. Bon. Mais la punition la plus sévère à laquelle j'ai assisté, c'était pas moi, Dieu merci, on a obligé, forcé un enfant, un élève... Vous êtes sûr que c'était pas? C'était pas moi, ça, je peux même vous dire qui, mais je ne vous dirai pas. Dans le coin, à genoux, les bras en croix, avec un dictionnaire dans chaque main. Puis quand ça baissait un petit peu, paf! Pour remonter les dictionnaires. Pour remonter les dictionnaires à la hauteur de la situation. Ça correspond un peu à un début d'haltérophilie. On en parlait tout à l'heure ici. Justement, aimé, vous ferez l'haltérophilie tout à l'heure. Est-ce que vous tirez la barbe à l'école? Moi, Claude, si j'avais eu de la barbe à ce moment-là, il manquerait que de Claire Saint-Viateur au Québec. Mais j'ai effectivement en tête la tête de certains Claire Saint-Viateur de l'époque qui aurait certainement mieux fait de travailler comme videur dans des anciennes boîtes de nuit que dans l'enseignement. Oui. Un beau souvenir. J'en ai pas tous, évidemment, mais quelques-uns, oui. Vous avez donc de très beaux souvenirs. Oui. Eh bien, puisque nous sommes dans l'école et les enfants, si vous avez examiné le contenu de votre enveloppe d'allocation familiale la semaine dernière, vous avez sans doute vu un petit rappel sur l'émission Téléservice. Parce qu'effectivement, tous les mardis, nous diffusons des vidéoclips santé sur différents thèmes. Et ces vidéoclips ont été réalisés par Louise Mondeau au ministère des Communications. Et la semaine dernière, on a vu Aimé Boivin nous illustrer le stress. Cette semaine, c'est Louise Faure qui réclame son espace vital, un espace minimum essentiel pour chacun d'entre nous, pour qu'on n'ait pas l'air d'être pris au piège. Oui, je pense, Claude, qu'il faut dire aussi, avant de présenter notre amie Louise, que ces vidéoclips ont été réalisés, dis-je, pour le compte du Conseil des affaires sociales et de la famille, qui a entrepris une grande campagne de promotion et de prévention en santé. Et peut-être que je peux dire tout de suite que les gens qui sont intéressés, les associations, les groupes, les entreprises qui sont intéressées à emprunter ces clips peuvent le faire en s'adressant au Conseil des affaires sociales et de la famille à Québec. Sur ce, est-ce qu'on regarde Oui, on va regarder Louise dans son espace vital. On fait un peu de place, on n'est pas grave. Regarde. Regarde, c'est quoi? Le plan de PRSP sur mon bureau. Le prendre, on va la recommencer, on va la commencer. Qu'est-ce qu'il y a là? On fait le pas matin, hein? L'annuaire, je pense qu'il est en dessous, là. Pas prendre l'annuaire. Qu'est-ce que ton annuaire fait? Ah, il est jamais en même temps, cet annuaire. Là, pourrais-tu garder, je sais pas, l'avenir, là, je sais pas si ça arrive comme ça ici. Excuse-moi, Louise, là. Non, mais regarde. C'est parce qu'ils ont fait une très belle critique à cette fille-là. Oui. C'est qu'ils ne veulent bien être écrasés. Mais oui, mais ça prend pas ces grandes comme ça pour comprendre ça. Ceux qui se sentent écoutés, c'est qu'ils ne veulent bien être écoutés. Ceux qui se sentent écrasés, c'est qu'ils ne veulent bien être écrasés. Oui, mais ça prend pas une explication de médias 14. Ceux qui se sentent écrasés, c'est qu'ils ne veulent bien être écoutés. Ceux qui se sentent écrasés, c'est qu'ils ne veulent bien être écrasés. Ça prend pas d'être grande comme ça pour comprendre ça. Attendez-moi, s'il vous plaît. Je vais sortir! Je veux sortir d'ici! J'ai tout!
Vous êtes encore en train de placoter? Oui. Toujours sur mon bureau? Ben oui. Écoutez, là, j'aimerais que vous compreniez. Je manque d'espace ici. C'est vrai que c'est petit. C'est vrai que c'est petit, c'est parce que l'espace de nuit, c'est vital. Je pense même que ça peut être une question de santé mentale. J'ai pris une décision. Oui. De nuit, si on passe ma cloison, j'aurai une partie de ta fenêtre, toi, ça sera à peine ton bureau, et j'aurai tout mon espace. Pouvez-vous m'aider? Certainement. Alors, on commence ici. Ça aurait pu nous donner en avant. Enfin! Je peux pas croire. Tiens, laisse-moi donc t'aider avec ça. Tiens, je te donne ça. Et c'est toute la différence. Écoute, je vois même le stade olympique de ma fenêtre. Mais oui, mais j'ai enfin de l'espace. Ça va très bien. Écoute, c'est gentil d'avoir pris des nouvelles. On se rappelle bientôt. Là, je te laisse, j'ai pas mal de travail. OK? Bye-bye. C'était Louise Faure, notre comédienne de téléservice dans son rôle. Jeannette, il y a des études qui ont été faites beaucoup sur l'importance de l'espace vital pour la santé. Oui, Claude, il y en a beaucoup, et entre autres, celle d'un anthropologue américain qui s'appelle Edward T. Hall. Ça s'appelle La dimension cachée. J'ai le petit bouquin ici, comme vous voyez, c'est un petit bouquin qu'on peut retrouver très facilement. Je suis en train de m'étouffer, je vais prendre un peu d'eau. C'est bon pour la santé, un peu d'eau, Jeannette. Il n'y a pas de vidéoclip sur l'eau qui était fait. Une gorgée santé logique. Oui, une gorgée santé logique. C'est important le territoire, notre territoire, parce que sans ça, on ne respire plus. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui prouvent qu'on a tous et chacun une bulle au fond. Une bulle invisible dans laquelle on préfère vivre et qui nous protège des agressions des autres. Or, on est agressé tout le temps dans la vie quotidienne qu'on pense seulement au moment où on prend le métro. Il y a toutes sortes de moyens de se protéger. Je pense qu'il faut les prendre, ces moyens-là, quand ce ne serait que de faire un peu de ménage puis de sortir les meubles de trop dans la maison. Ça fait de l'air, ça aussi. Bon, mais voilà. Alors, j'espère que le message est bien passé. Oui, j'espère qu'il est passé, hein, parce qu'on manque d'espace. Non, mais à compter de demain, on allonge la table. Ah bon? On donne de l'espace, on va allonger la table. Il faut dire que dans nos bureaux, effectivement, on est très tassés. C'est dangereux pour la santé mentale d'être trop proches les uns des autres, hein? Alors, la semaine prochaine capsule sur la famille. La semaine prochaine... C'est vous, Claude, la famille? Je pense que oui, c'est la famille. C'est la famille ou l'alimentation? Moi, je pense que c'est l'alimentation avec notre amie Lise Lebel. Parce que vous savez qu'au début et tout le mois de mars, c'est le mois de l'alimentation. Alors, on va en parler beaucoup. D'accord, la semaine prochaine, donc alimentation. Oui. OK. Les personnes âgées sont-elles victimes de plus de crimes dans notre société que les autres groupes? Si on les observe, on observe leur inquiétude, on peut penser que oui. Plusieurs personnes âgées évitent de faire certaines sorties, d'autres se barricadent même de peur d'être attaquées. Est-ce qu'elles ont raison d'être aussi méfiantes et inquiètes? Professeure en criminologie à l'Université de Montréal, Mme Marie-André Bertrand s'est intéressée à la question. Alors, Mme Bertrand, bonsoir. Dites-nous, c'est vrai ce que Claude disait en présentation, on a l'impression que les personnes âgées sont finalement plus victimes d'agressions de toutes sortes que les autres groupes dans la société. Est-ce que les personnes âgées ont raison d'être aussi craintives? Non. Non. Aussi bêtement, sèchement et bêtement que ça? Alors voilà. Pour l'établir, on a 2 très grandes enquêtes et 3 rapports qui concordent. Les uns portent sur Montréal et Québec et l'autre porte sur l'ensemble du Canada. Le troisième vient du Solliciteur général et Statistique Canada. Tous ces sondages, ces enquêtes ont été faits en 82 et ils portent sur des échantillons raisonnables. Dans un cas, 61 000 sujets, ce qui est très raisonnable, un échantillon stratifié. Alors, ce que ça dit, ces sondages, c'est que les personnes de 65 ans et plus ont 10 et 15 fois moins de chances par 1000 habitants, disons là, d'être victimes de crimes sur leur personne ou sur leurs biens que, par exemple, les gens de 16 à 24 ans.
Et la plupart du temps, elles ont 2 fois moins de chances d'être victimes que tous les groupes d'âge réunis. Bon, alors, je pense que c'est assez éloquent, mais pour ajouter à ce que vous venez d'énoncer, pour mieux voir, vous avez d'autres statistiques qui ressortent des études auxquelles vous avez fait référence tantôt. Alors, quelles sont ces statistiques-là? Bon, alors, par exemple, on voit que alors qu'il y a 9 personnes de 16 à 24 ans par 1000 qui sont victimes d'agressions sexuelles, il n'y en a pas une de plus de 65 ans dans le sondage. L'occurrence, l'incidence de ce phénomène étant tellement rare que sur 61 000, qui est le nombre du sondage, ça n'apparaît même pas. Donc, vous n'avez pas une chance sur 1000 d'être victime d'agressions sexuelles si vous avez plus de 65 ans, que vous soyez un homme ou une femme, et on verra tout à l'heure que vous en avez encore moins pour plusieurs crimes si vous êtes une femme, ce qui est très important. Par exemple aussi, vous avez 21 chances sur 1000 d'être victime de vol qualifié si vous avez de 16 à 24 ans. Vous en avez 4 si vous avez plus de 65 ans. Et, je vous dis tout de suite, 3 personnes sur ces 4 sont des hommes. Et la 4e est une femme. Est-ce que c'est pas parce que les femmes sortent moins le soir, par exemple, ou se risquent moins dans des endroits dangereux? Oui, mais là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Toutes les femmes de tous les groupes d'âge sont beaucoup plus insécures, quelle que soit par ailleurs leur catégorie socio-professionnelle. Hein? Et les retraités les retraités, eux, sont encore plus insécures, significativement plus insécures. Donc, quand elles sont seules sur la rue, et même dans leur quartier, le soir. Mais la question, c'est d'où ça vient, alors, toute cette insécurité? Qu'est-ce qui les amène? Oui, et avant d'arriver peut-être à cette question-là, j'aimerais peut-être qu'on passe à d'autres statistiques, justement, qui étayent ce qu'on voulait dire, et on va revenir à cette question-là. Rapidement, alors. Les voies de fait, ça intéresse tout le monde. Une voie de fait, ça veut dire se faire un peu brutaliser, se faire toucher sur la rubon, se faire un peu secouer. 123 jeunes de 16 à 24 ans risquent cela cette année-là, par 1000. 123 sur 1000, d'accord? Plus ou moins 12 8 chez les 65 ans et plus. Hein? C'est-à-dire 15 fois moins que dans le groupe d'âge le plus jeune. 57 dans l'ensemble de la population. Donc vraiment, les personnes âgées sont beaucoup moins, entre guillemets, victimisées. J'aime pas ce mot-là, c'est pas français, mais ça nous aide là, pour aller vite. 154 dans le cas des incidents, de tous les incidents avec violence chez les 16 à 24 ans, par 1000 contre 12 chez les personnes âgées. En tout cas, chiffre final total, là, pour qu'on se comprenne, 288 jeunes de 16 à 24 ans par année sur 1000 sont, entre guillemets, victimes, quand 288 contre 25, j'ai dit 10 fois moins, c'est vraiment 10 fois moins, c'est presque 12 fois moins, chez les 65 ans et plus. Bon, maintenant, vous avez quand même, je voudrais te poser la question, c'est un peu en rapport avec ce que Claude disait tantôt, là. Même si le pourcentage est infime, est-ce que ça, c'est suffisant pour justifier leur crainte quand on sait qu'il y a des petites crapules, par exemple, qui peuvent tuer des gens pour moins de 20 $? On l'a vu, ça, à Montréal, et ces gens-là lisent les journaux, entendent ça à la radio. Est-ce que, malgré toutes ces statistiques-là, on peut les rassurer? Écoutez, c'est sûr qu'une vie humaine, quand c'est la sienne, qu'on n'en a qu'une, hein, c'est quand même, c'est 1 sur 10 000. C'est extrêmement important. C'est pour ça que nos chiffres sont durs, ils sont froids, et peut-être qu'il y a des gens, là, des téléspectateurs qui disent, mais ils ne nous comprennent pas, ils ne comprennent pas notre peur. Et la peur, c'est un phénomène subjectif. Hein? Bon, alors, on sait ça. Si la question que vous m'avez posée, c'est est-ce qu'il y a des fondements objectifs? Alors, je vous ai répondu, il y en a 10 fois moins quand on est une personne de 65 ans, et il y en a 20 fois moins quand on est une femme. Alors, comment s'expliquer qu'on a cette impression, comme disait Claude, comment s'expliquer alors qu'on a cette impression que ces personnes sont davantage victimisées, pour employer le mot que vous n'aimez pas, là, que les autres? Bon, je pense qu'elles-mêmes le ressentent, le vivent et le communiquent comme cela. Et c'est déjà très triste, je pense, qu'elles le vivent. Elles n'aident pas leur propre cause. Non? Bon, elles se comportent comme des personnes qui s'attendent d'être victimisées. Et entre parenthèses, à l'occasion, cela attire l'agresseur, que de se comporter comme quelqu'un qui va être victimisé. Et elles s'isolent. Je m'excuse, mais se comporter comme quelqu'un qui va être agressé, c'est se comporter comment, ça? Comme quelqu'un qui a très peur. Vous savez bien que les animaux, par exemple, agressent beaucoup plus facilement les gens qui ont très peur et qui ne sont pas capables de développer des liens de sécurité. Alors, c'est aussi la même chose avec, je m'excuse pour la comparaison, mais il y a un certain nombre de criminels, il y a un certain nombre d'agresseurs qui sentent la peur et que cela stimule.
Si vous rasez les murs, si vous vous en allez, si vous avez l'air de protéger un trésor, vous avez votre sac à main, vous avez l'air de le protéger, vous provoquez, vous attirez, ou en tout cas vous attirez l'attention. Est-ce qu'on peut donner rapidement, pour compléter, quelques conseils pratiques pour que les gens puissent quand même profiter de leur vie un peu plus, moins s'isoler? Alors, on a deux indices de peur qui sont très très objectifs, qui sont le fait que les personnes âgées sortent moins le soir et peut-être qu'on ne peut pas leur conseiller de sortir plus. Mais on peut certainement dire qu'il y a un domaine où les femmes sont victimes, plus que leur groupe d'âge, les femmes âgées, c'est dans le domaine des petits vols. Et c'est le vol de sac à main. Moi, je pense qu'un conseil extrêmement pratique, ça serait de cesser de porter des sacs à main. Ce serait de mettre ces objets sur soi, ces objets de valeur sur soi. Autre conseil, bien sûr, la surveillance de quartier. On la pratique à l'endroit des jeunes. Pourquoi est-ce qu'on ne céderait pas dans le cas des personnes âgées? Eh bien, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais objectivement, comme vous l'avez souligné, en tout cas, vous avez peut-être convaincu bien des gens. Merci beaucoup. J'en doute, mais ça va. Le sida. On en parle, mais où en sommes-nous exactement? Où trouver des réponses à nos inquiétudes? Eh bien voilà, directeur du Centre de recherche en immunologie de l'Institut Armand Frappier, le docteur Jean-Marie Dupuis est membre du Comité consultatif national sur le sida et de ce fait, il a participé à la mise sur pied d'un contrôle et d'une politique nationale du sida au pays. Il vient tout juste de publier ce petit livre où il répond très simplement à la plupart des questions qu'on peut se poser sur le sujet. Docteur Dupuis, comment réagissez-vous quand on dit que le sida, c'est la peste des temps modernes? Mal, parce que ça ne veut rien dire, ça illustre simplement une espèce de peur tout à fait subjective et irréaliste de la situation. Le sida, c'est une maladie infectieuse, comme d'autres maladies infectieuses, qui est due à un virus. On en connaît maintenant très bien la cause, on connaît les mécanismes de la transmission de la maladie et on sait ce qu'il faut faire pour diminuer l'incidence de la maladie. Donc en aucun cas ça ne peut correspondre à ces termes qui terrorisaient les populations avant. On sait ce qu'il faut faire pour diminuer l'incidence de la maladie, mais on ne sait pas la guérir. Non, on ne sait pas la guérir. Non, pas encore. Bon. Quels sont les groupes les plus vulnérables? On a beaucoup parlé des groupes d'homosexuels, mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Vous savez, depuis qu'on connaît qu'on a beaucoup d'informations sur la maladie, et en particulier sur ses modes de transmission, on ne parle plus de groupes à risque, on parle de facteurs de risque. On sait qu'il y a des facteurs de risque, et ces facteurs sont essentiellement tous ceux où il va y avoir une possibilité de transmission du virus, puisque la maladie est due à un virus, par le sang. C'est-à-dire l'utilisation d'aiguilles souillées, par exemple, ou de seringues souillées. C'est aussi dans le cadre d'une relation sexuelle rectale, lorsque le partenaire est infecté par le virus du sida, étant donné qu'on sait que le virus est dans le sperme, il y a une possibilité de transmission du virus dans le sang de la personne. Voilà. Donc, alors les facteurs de risque seront tous les facteurs qui vont se rencontrer plus souvent, comme par exemple les toxicomanes qui vont utiliser des aiguilles et des seringues d'autres personnes sans que ces seringues aient été désinfectées, ou bien, dans le cadre des relations homosexuelles, les personnes qui ont des partenaires très fréquents. On a aussi parlé des gens qui recevaient du sang, soit parce qu'ils étaient hémophiles ou parce qu'ils étaient traités pour une maladie ou une autre. Est-ce que c'est encore un risque aujourd'hui, ça? Oui, c'est juste, c'est un groupe qui a été touché par la transmission du virus. Ce problème est maintenant réglé dans les pays du monde occidental, dans la mesure où vous savez que depuis plusieurs mois déjà, tous les dons de sang sont systématiquement testés à la recherche du virus du sida. En ce qui concerne les hémophiles, l'hémophilie c'est une maladie de la coagulation du sang, où le sang se coagule mal, et cette maladie se traite grâce à une fraction sanguine. Et ces fractions sanguines sont maintenant traitées de façon à ce que le virus soit détruit. Donc on peut penser qu'à partir de maintenant, ce risque de transmission par le sang et les dérivés sanguins est éliminé. On a vu récemment dans les journaux des reportages sur des enfants aux États-Unis, de tout jeunes enfants, presque des bébés naissants, qui étaient atteints du sida. Comment ça s'explique? C'est transmis par les parents? Dans 90% des cas, effectivement, les enfants sont atteints par le virus pendant la grossesse. C'est-à-dire que la maman est infectée par le virus et le virus traverse le placenta et atteint l'enfant. Et dans un petit nombre de cas, 10% ou moins, les enfants ont été infectés à la naissance par des transfusions de sang avant que le sang
n'ait été testé pour la présence du virus. Bon. Est-ce qu'il y en a des larmes, de la salive? Ce sont les éléments les plus courants qui ont circulé dans l'information. On a vu des comédiens refuser de s'embrasser dans les téléromans. Oui, c'est juste. Le virus se trouve dans le sang et se trouve dans toutes les sécrétions de l'organisme, essentiellement le sperme, mais aussi on peut en trouver dans les larmes, dans la salive. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord la concentration du virus dans ces sécrétions est très très faible, très faible. Pour vous donner une idée, sur une centaine de personnes avec du virus, on a pu détecter le virus dans le sang dans plus de 60% des cas, dans 1% simplement dans la salive. Donc vraiment c'est très faible. L'autre point important, c'est que le virus ne se transmet encore une fois que lorsqu'il a la possibilité de pénétrer dans le sang d'un receveur, ce qui n'est pas le cas habituellement avec les larmes ou les salives, heureusement. On entend souvent des gens dire d'ici quelques années, plus de la moitié de la population sera atteinte de cette maladie. Comment vous réagissez à ça, vous, docteur Dupuis? Vous savez, on a dit beaucoup de choses sur cette maladie et on a dit beaucoup de choses sans avoir les renseignements nécessaires. Le nombre de cas double à peu près tous les ans, ce qui fait qu'en appliquant un calcul mathématique bête, on s'aperçoit qu'au bout de 10 ans, il y aura la moitié de la population ou un dixième de la population qui va être atteinte. Mais ceci ne tient pas compte de beaucoup de facteurs, et en particulier des possibilités de prévention qui existent d'ores et déjà. Par exemple, on a dit que depuis plusieurs mois, dans les pays occidentaux, en particulier au Canada, le sang a été systématiquement testé. Voilà un facteur qui vient de disparaître. Oui. On sait que les toxicomanes savent qu'ils courent un risque majeur de transmission de la maladie en partageant les seringues et les aiguilles avec d'autres. Ils prennent des précautions d'ores et déjà, et ainsi de suite. On sait que le sida est aussi une maladie transmise sexuellement, et les gens, et en particulier les jeunes, qui sont particulièrement vulnérables, prennent des précautions d'ores et déjà. Quels sont les conseils d'hygiène que vous pouvez donner aux gens? Je pense qu'il faut donner des conseils d'hygiène, des conseils généraux, et en particulier des conseils qui s'appliquent surtout aux maladies transmises sexuellement, c'est-à-dire prendre soin de sa santé, veiller à choisir ses partenaires sexuels, éviter d'avoir des relations sexuelles avec des gens inconnus, a fortiori avec des gens malades, et en cas de doute, utiliser des moyens qui sont efficaces, comme par exemple l'utilisation du condom. Eh bien, docteur Dupuis, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se posent encore beaucoup de questions. Ils peuvent lire votre livre, je pense, avec profit. Merci beaucoup. Merci. Ce qu'il faut savoir sur le sida du docteur Jean-Marie Dupuis. Si l'on songe aux dieux grecs de la mythologie, même romain, Hercule ou encore Atlas, la force a toujours fasciné l'homme. Mais dans l'ère moderne, ce n'est qu'en 1854 qu'on organise le premier concours de levée de poids. Aujourd'hui, l'haltérophilie est une discipline bien structurée un peu partout à travers le monde, sauf néanmoins réservée à une élite assez restreinte. Alors, nous allons voir un peu ce qu'il y en a dans l'haltérophilie. Aimé Boivin, il ne s'agit pas ici de lever des poids et que le plus fort gagne, là. Non, pas exactement. Non? Ça se passe pas comme ça. Non, entre nous, peut-être on peut faire ça pour s'amuser, mais pour ceux qui veulent en savoir plus long, il y aura en fin de semaine, samedi plus précisément, au centre Claude Robillard, une compétition internationale d'haltérophilie. D'haltérophilie, oui. Cette affaire-là. C'est la Coupe Montréal. Et là, vous verrez des hommes et vous verrez des femmes également, puisque depuis quelques années, les femmes s'y adonnent graduellement à l'haltérophilie. Alors, vous verrez ce que c'est vraiment qu'un épaulé jeté puis un arraché. Vous allez tout voir ça lors de cette compétition. On n'a pas tendance à confondre bodybuilding, haltérophilie, on met tout ça dans un même paquet un petit peu, hein? Ben, alors, c'est trois choses complètement différentes. Quand on parle de bodybuilding, ce qu'on devrait dire d'abord, c'est culture physique. Le bodybuilding, ça serait, semble-t-il, culture physique, qui est la bonne prononciation française. Bon, ça, c'est de l'entraînement musculaire pour avoir un plus beau corps, avoir de meilleurs muscles, un peu plus de force. Il y a la musculation qui, elle, prépare, si vous voulez, pour avoir la pratique d'à peu près tous les sports. Mais quand on parle d'haltérophilie, les haltérophiles ne sont pas tous des gens qui ont un corps très gracieux. Il y a des gens là-dedans qui sont des forces de la nature et qui n'ont pas nécessairement un corps très gracieux. Donc, on peut tous vous ressembler, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, on peut prendre un... C'est ça. Élégant comme vous avez raison. Vous pouvez prendre un gros plan des épaules, là, ici. Alors donc... On en a un gros plan d'épaule. Oui, mais... Voilà. Mais là, il y a quelques années, tout de même, depuis, ça s'est amélioré.
Alors donc, pour parler de l'haltérophilie comme telle, Claude, c'est un sport qui est structuré, très structuré, qui demande de la force, qui demande de la puissance et qui demande de la stratégie et qui consiste bien sûr à lever des charges, mais pas n'importe comment, de façon ordonnée. Comment est-ce qu'on détermine un gagnant et comment est-ce qu'on détermine la charge à lever, le poids qu'il faut lever? Ça, c'est intéressant. C'est un petit peu comme au football. Chaque participant dispose de 3 essais pour réussir une première étape. Alors, s'il réussit cette première étape, eh bien, il peut ajouter du poids à la barre et ainsi de suite. Et dès que, malheureusement, il n'est plus capable de contrôler le poids, eh bien, c'est là que s'arrête pour lui la compétition. Mais la charge, il faut qu'elle monte, le processus, comment il se passe? Oui, ça c'est intéressant. Ça se détermine de façon suivante entre l'athlète et son entraîneur qui décide de la question quelle charge on va lever. Alors, habituellement, on choisit 90% de sa capacité pour commencer et on progresse vers sa capacité maximum. Il faut que le tout soit très, très bien dosé, car plus vous faites d'essais, si vous faites trop d'essais, bien sûr, vous allez subir la fatigue, et vous allez arriver sur la fin, vous n'aurez plus de force. Donc, le temps joue contre vous quand on fait de tels exercices. Donc, avant même, ça veut dire qu'avant même de soulever la première charge, il y a un élément tactique. Le leveur de poids doit tenir compte de sa forme physique pour ne pas faire plusieurs essais inutilement, et il doit tenir compte également des adversaires auxquels il fait face. Est-ce que c'est vrai, on dit que l'haltérophilie, c'est dommageable pour un jeune en pleine croissance? Bon, on dit oui qu'à l'occasion, ça pourrait être le cas. Je pense que si c'était fait sans surveillance aucune, ça peut être le cas parce que ces athlètes commencent très jeunes, très très tôt. Donc, les entraîneurs et les parents doivent être vigilants. Jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans, période de la maturation osseuse, il est recommandé que pendant cette période d'entraînement, les jeunes ne soulèvent jamais de charges qui excèdent 70% de leur capacité. Et de plus, on recommande de vérifier par radiographie si la maturation osseuse n'est pas atteinte, parce que quand même, à cet âge-là, lever certains poids pourrait avoir des conséquences néfastes pour des jeunes, comme j'ai dit, surtout ceux qui travaillent seuls. Il faut aussi toujours porter une ceinture protectrice pour le dos et faire de bonnes périodes de réchauffement avant chaque séance. Alors, ceux que ça intéresse, là, c'est samedi prochain au centre Claude Robillard. Maintenant, comme il y a la grève des cols bleus, il se peut que ça se tienne ailleurs, étant donné que ces locaux seraient fermés. Ah bon? En conséquence, journaux et radios vous diront, puisqu'on a prévu un autre endroit, vous diront où l'événement aura lieu. Est-ce qu'il y a moyen d'établir la capacité que vous avez de lever votre poids, par exemple? Moi? Oui. Bon, c'est vous l'athlète. Moi, c'est 4 fois et demi mon poids. C'est 4 fois et demi mon poids. Un athlète peut lever 4 fois et demi son poids. J'ai dit moi. À vous. Voilà. Donc, 4 fois et demi son poids. Maintenant, c'est beau. C'est beau, mais il y a mieux que ça. Les fourmis peuvent lever jusqu'à 11 fois leur poids. Donc, on a du chemin à faire. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est en fonction de la chaleur du soleil. Abus de pouvoir, manipulation, discrimination, que se passe-t-il dans nos écoles? Philippines, Ferdinand Marcos a pris la fuite. Et le monde de l'éducation tend la main aux petites entreprises qui veulent s'informatiser. Il y a quelques années, les maisons solaires ressemblaient plus à un laboratoire de chaleur qu'à une maison douillette et confortable. Elles avaient le style un peu lourd, disons. Mais avec les découvertes de nouveaux matériaux, de nouvelles isolations, le concept a grandement évolué. Alors, pour en savoir davantage, nous avons invité M. Christian Ouellet de l'Institut Grasse, un groupe de recherche en architecture. Avant tout, M. Ouellet, j'aimerais que vous nous disiez ce que c'est précisément que l'Institut Grasse. C'est un institut de recherche qui se consacre principalement à faire justement des recherches sur le solaire dans l'habitation et à diffuser cette recherche. Il y a des recherches qui sont faites par d'autres aussi. OK. J'aimerais savoir quelles sont les différences fondamentales qu'il y a entre les maisons solaires qu'on appelait autrefois et ce que vous préconisez dans vos nouveaux concepts, le nouveau solaire, la maison d'un autre concept totalement différent, je pense. Oui. Nos concepts maintenant ont plus trait, disons, à la qualité de vie que le solaire peut nous apporter dans une maison, plus que le chauffage. Alors, anciennement, justement, on pensait uniquement à chauffer une maison avec le solaire et on faisait des systèmes très complexes et coûteux. Et anciennement, je parle seulement d'une dizaine d'années, tandis que maintenant, on pense en premier la qualité de vie, ce qui veut dire avoir du soleil qui prolonge loin dans la maison et qui nous donne un confort moral et psychologique aussi important que physique. Et ensuite de ça, cette chaleur-là, on s'en sert naturellement.
Et il y a deux catégories, je pense bien, de maisons solaires. Enfin, les anciennes, il y avait la maison solaire active et passive. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, la maison solaire active, c'était la maison qu'on voyait derrière un grand mur de capteurs solaires qui coûtait très cher et qui fonctionnait très mal, c'était compliqué. Et l'autre, la maison passive, dans le temps, en tous les cas, c'était toujours la maison avec beaucoup de fenêtres au sud, souvent trop de fenêtres au sud, mal calculées, parce qu'on avait l'impression que pour s'ouvrir sur une maison sur le soleil, il fallait avoir beaucoup de fenêtres. Quels sont les critères qu'il faut réunir aujourd'hui pour obtenir le nouveau concept, le nouveau solaire, la maison solaire d'aujourd'hui? Bien, les critères sont assez simples, en fin de compte. Il s'agit d'avoir des fenêtres au sud, assez bien calibrées, 20-25 % de la pièce qui donne au sud, et d'avoir aussi des arbres qui vont les protéger pendant, des arbres ou d'autres, corniches ou autres, qui vont les protéger pendant l'été. Et ensuite de ça, d'avoir un système d'air qui va déstratifier ou qui va enlever l'air chaud qui s'est ramassé dans la maison pendant le temps qu'il va y avoir du soleil, surtout aux équinoxes au printemps et à l'automne. Vous parliez d'arbres devant la maison. De quel genre d'arbres s'agit-il? Est-ce qu'on peut mettre des conifères devant la maison? Non, pas au sud. Non. Parce qu'à ce moment-là, on n'aurait pas de soleil pendant l'hiver. C'est à ce moment-là qu'on voudrait avoir du soleil. Donc, on met des arbres à feuilles caduques au sud, et si on veut mettre des arbres, des conifères, bien ça, on les met au nord à ce moment-là, qui vont nous protéger des vents pendant l'hiver. Et en ce qui a trait à l'isolation, c'est quand même une maison très isolée. Voilà. Genre quoi, maison R2000 dont on entend parler de plus en plus? C'est ça, genre maison R2000, étanche à l'air. Au départ, ça prend une bonne maison pour la faire solaire. Hein? Le soleil, comme je disais tout à l'heure, c'est réellement rajouter un aspect de qualité de vie à la maison. Donc, on veut avoir une maison confortable, une maison bien isolée, étanche à l'air, c'est une maison confortable, et c'est à ce genre de maison qu'on va rajouter, à ce moment-là, les caractéristiques solaires. Comment est-ce qu'on arrive pour obtenir une température qui a du bon sens, qui a de l'allure dans une maison solaire? Parce que c'est ça qui est sans doute le problème, c'est qu'il y a sûrement accumulation de chaleur à un moment donné. Se chauffe assez rapidement. Donc, pour éviter ça, on a développé, bon, on n'est pas les seuls, nous, on a développé un système qu'on appelle le système Géminé, qui est un système qui va aussi bien enlever le surplus de chaleur qui est amené par le soleil que le surplus de chaleur qui va être amené par un feu de foyer, parce que vous savez très bien, dans une maison bien isolée comme genre R2000, vous faites un feu de foyer, au bout de 10 minutes, vous crevez carrément, c'est pas vivable. Donc, il faut enlever cette chaleur-là, et au lieu de l'envoyer à l'extérieur et la perdre, on perdra donc une qualité de vue aussi, parce qu'à ce moment-là, il faudra ouvrir des fenêtres, puis il y aura des courants d'air. On prend cette chaleur-là par un système très simple, peu coûteux, et on l'envoie dans les maisons neuves, naturellement, dans une dalle, soit la dalle du sol, la dalle sur terre, et dans une maison ancienne, bien, puis quand ça baisse un petit peu, paf! Pour remonter les dictionnaires. Pour remonter les dictionnaires à la hauteur de la situation. Ça correspond un peu à un début d'haltérophilie. On en parlait tout à l'heure ici. J'ai jamais aimé vous ferez d'haltérophilie tout à l'heure. Est-ce que vous tirez la barbe à l'école? Moi, Claude, si j'avais eu de la barbe à ce moment-là, il manquerait que de Claire Saint-Viateur au Québec. Mais j'ai effectivement en tête la tête de certains Claire Saint-Viateur de l'époque qui aurait certainement mieux fait de travailler comme videur dans des anciennes boîtes de nuit que dans l'enseignement. Oui. Un beau souvenir. J'en ai pas tous, évidemment, mais quelques-uns, oui. Vous avez donc de très beaux souvenirs. Oui. Eh bien, puisque nous sommes dans l'école et les enfants, si vous avez examiné le contenu de votre enveloppe d'allocation familiale la semaine dernière, vous avez sans doute vu un petit rappel sur l'émission Téléservice. Parce qu'effectivement, tous les mardis, nous diffusons des vidéoclips santé sur différents thèmes. Et ces vidéoclips ont été réalisés par Louise Mondeau au ministère des Communications. Et la semaine dernière, on a vu Aimé Boivin nous illustrer le stress. Cette semaine, c'est Louise Faure qui réclame son espace vital, un espace minimum essentiel pour chacun d'entre nous, pour qu'on n'ait pas l'air d'être pris au piège. Oui, je pense, Claude, qu'il faut dire aussi, avant de présenter notre amie Louise, que ces vidéoclips ont été réalisés, dis-je, pour le compte du Conseil des affaires sociales et de la famille, qui a entrepris une grande campagne de promotion et de prévention en santé. Et peut-être que je peux dire tout de suite que les gens qui sont intéressés, les associations, les groupes, les entreprises qui sont intéressées à emprunter ces clips peuvent le faire en s'adressant au Conseil des affaires sociales et de la famille à Québec. Sur ce, est-ce qu'on regarde Louise? Oui, on va regarder Louise dans son espace vital. On peut un peu de place, regarde. Regarde, c'est quoi? Le plan de terrestre sur mon bureau. Le prendre, je l'avais commencé, elle a commencé. Qu'est-ce qu'il y a là? On fait le pas matin, hein? Oh! Je pense qu'il est en dessous, là.
Passe-moi l'annuaire. Qu'est-ce que ton annuaire fait? Ah, il est jamais en même temps, cet annuaire. Là, pourrais-tu garder chez toi à l'avenir? Je sais pas si qu'il y a, t'as comme là? ça ici. Excuse-moi, Lise, là. Tiens. Non, mais regarde. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est parce qu'ils ont fait une très belle critique à cette fille-là. Oui. C'est qu'ils le veulent bien être écrasés. Mais oui, mais ça peut pas être comme ça, faut comprendre ça. Ceux qui se sentent étouffés, c'est qu'ils le veulent bien être étouffés. Ceux qui se sentent écrasés, c'est qu'ils le veulent bien être écrasés. Mais oui, mais ça prend pas une explication de médias 14. Ceux qui se sentent écrasés, c'est qu'ils le veulent bien être étouffés. Ceux qui se sentent écrasés, c'est qu'ils le veulent bien être écrasés. Ça ne prend pas être comme ça pour comprendre ça. Attendez-moi, s'il vous plaît. Je fais sortir! Je fais sortir! Mais je fais sortir d'ici! J'étouffe! Observe leur inquiétude, on peut penser que oui. Plusieurs personnes âgées évitent de faire certaines sorties, d'autres se barricadent même de peur d'être attaquées. Est-ce qu'elles ont raison d'être aussi méfiantes et inquiètes? Professeure en criminologie à l'Université de Montréal, Mme Marie-André Bertrand s'est intéressée à la question. Alors, Madame Bertrand, bonsoir. Dites-nous, c'est vrai ce que Claude disait en présentation, on a l'impression que les personnes âgées sont finalement plus victimes d'agressions de toutes sortes que les autres groupes dans la société. Est-ce que les personnes âgées ont raison d'être aussi craintives? Non. Non. Aussi bêtement, sèchement et bêtement que ça? Alors voilà. Pour l'établir, on a 2 très grandes enquêtes et 3 rapports qui concordent. Les uns portent sur Montréal et Québec et l'autre porte sur l'ensemble du Canada. Le troisième vient du Solliciteur général et Statistique Canada. Tous ces sondages, ces enquêtes ont été faits en 82 et ils portent sur des échantillons raisonnables. Dans un cas, 61 000 sujets, ce qui est très raisonnable, un échantillon stratifié. Alors, ce que ça dit, ces sondages, c'est que les personnes de 65 ans et plus ont 10 et 15 fois moins de chances par 1000 habitants, disons là, d'être victimes de crimes sur leur personne ou sur leurs biens que, par exemple, les gens de 16 à 24 ans. Et la plupart du temps, elles ont 2 fois moins de chances d'être victimes que tous les groupes d'âge réunis. Bon, alors, je pense que c'est assez éloquent, mais pour ajouter à ce que vous venez d'énoncer, pour mieux voir, vous avez d'autres statistiques qui ressortent des études auxquelles vous avez fait référence tantôt. Alors, quelles sont ces statistiques-là? Bon, alors, par exemple, on voit que, alors qu'il y a 9 personnes de 16 à 24 ans par 1000 qui sont victimes d'agressions sexuelles, il n'y en a pas une de plus de 65 ans dans le sondage. L'occurrence, l'incidence de ce phénomène étant tellement rare que sur 61 000, qui est le nombre du sondage, ça n'apparaît même pas. Donc, vous n'avez pas une chance sur 1000 d'être victime d'agressions sexuelles si vous avez plus de 65 ans, que vous soyez un homme ou une femme, et on verra tout à l'heure que vous en avez encore moins pour plusieurs crimes si vous êtes une femme, ce qui est très important. Par exemple aussi, vous avez 21 chances sur 1000 d'être victime de vol qualifié si vous avez de 16 à 24 ans. Vous en avez 4 si vous avez plus de 65 ans. Et, je vous dis tout de suite, 3 personnes sur ces 4 sont des hommes. Et la 4e est une femme. Est-ce que c'est pas parce que les femmes sortent moins le soir, par exemple, oui, se risquent moins dans des endroits dangereux? Oui, mais là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Toutes les femmes de tous les groupes d'âge sont beaucoup plus insécures, quelle que soit par ailleurs leur catégorie socio-professionnelle. Et les retraités sont encore plus insécures, significativement plus insécures. Donc, quand elles sont seules sur la rue et même dans leur quartier le soir. Mais la question, c'est d'où ça vient, alors, toute cette insécurité? Qu'est-ce qui les amène? Oui, et avant d'arriver peut-être à cette question-là, j'aimerais peut-être qu'on passe à d'autres statistiques, justement.
Vous êtes encore en train de placoter? Oui. Toujours sur mon bureau? Ben oui. Écoutez, là, j'aimerais que vous compreniez. Je manque d'espace ici. C'est vrai que c'est petit. C'est vrai que c'est petit, c'est parce que l'espace, Denis, c'est vital. Je pense même que ça peut être une question de santé mentale. J'ai pris une décision. Oui. Denise, si on passe ma cloison, j'aurai une partie de ta fenêtre, toi, ça sera à peine ton bureau, et j'aurai tout mon espace. Pouvez-vous m'aider? Mais certainement. Alors, on commence ici. Ça aurait pu nous donner en avant. Enfin! Je peux pas croire. Tiens, laisse-moi donc t'aider avec ça. Tiens, je te donne ça. Et c'est toute la différence. Écoute, je vois même le stade olympique de ma fenêtre. Mais oui, mais j'ai enfin de l'espace. Ça va très bien. Écoute, c'est gentil d'avoir pris des nouvelles. On se rappelle bientôt. Là, je te laisse, j'ai pas mal de travail. OK? Bye-bye. C'était Louise Faure, notre comédienne de téléservice dans son rôle. Jeannette, il y a des études qui ont été faites beaucoup sur l'importance de l'espace vital pour la santé. Oui, Claude, il y en a beaucoup, et entre autres, celle d'un anthropologue américain qui s'appelle Edward T. Hall. Ça s'appelle La dimension cachée. J'ai le petit bouquin ici, comme vous voyez, c'est un petit bouquin qu'on peut retrouver très facilement. Je suis en train de m'étouffer, je vais prendre un peu d'eau. C'est bon pour la santé, un peu d'eau, Jeannette. Il n'y a pas de vidéoclip sur l'eau qui était faite. Une gorgée santé logique. Oui, une gorgée santé logique. C'est important le territoire, notre territoire, parce que sans ça, on ne respire plus. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui prouvent qu'on a tous et chacun une bulle au fond. Une bulle invisible dans laquelle on préfère vivre et qui nous protège des agressions des autres. Or, on est agressé tout le temps dans la vie quotidienne qu'on pense seulement au moment où on prend le métro. Il y a toutes sortes de moyens de se protéger. Je pense qu'il faut les prendre, ces moyens-là, quand ce ne serait que de faire un peu de ménage puis de sortir les meubles de trop dans la maison. Ça fait de l'air, ça aussi. Bon, mais voilà. Alors, j'espère que le message est bien passé. Oui, j'espère qu'il est passé, hein, parce qu'on manque d'espace. Non, mais à compter de demain, on allonge la table. Ah bon? On va donner de l'espace, on va allonger la table. Il faut dire que dans nos bureaux, effectivement, on est très tassés. C'est dangereux pour la santé mentale d'être trop proches les uns des autres, hein? Alors, la semaine prochaine capsule sur la famille. La semaine prochaine... C'est vous, Claude, la famille? Je pense que oui, c'est la famille ou l'alimentation? Moi, je pense que c'est l'alimentation avec notre amie Lise Lebel. Parce que vous savez qu'au début et tout le mois de mars, c'est le mois de l'alimentation. Alors, on va en parler beaucoup. D'accord. La semaine prochaine, donc, alimentation. Oui. OK. Les personnes âgées sont-elles victimes de plus de crimes dans notre société que les autres groupes? Si on les observe, on observe. Conçue pour travailler dur, la camionnette 1 tonne à injection électronique et caisse à double paroi. La fourgonnette Toyota avec plus d'espace de chargement que toute autre fourgonnette de sa catégorie. La camionnette extra cab à longue caisse pour une plus grande capacité de charge et un levier sur colonne de direction en option pour accueillir 3 passagers. Les camionnettes Toyota sont dures à la tâche. Toyota, le choix robuste. Qui pourrait en demander plus? Toyota. Essayez la gomme extra sans sucre avec NutraSucre. Saveur extra, plaisir extra, une gomme extra sans sucre. L'extra, la gomme sans sucre avec NutraSucre a une saveur extra rafraîchissante qui dure extra longtemps. Saveur extra pour la route extra longue. Saveur extra pour la pelle extra longue. L'extra requis, la saveur extra fraîche qui dure extra longtemps. Essayez la gomme extra sans sucre. Vive la nouvelle forme et vive la nouvelle forme de protection légère, Light Days Contour, votre forme de protection. Light Days Contour est profilé selon votre silhouette afin d'épouser parfaitement vos formes. Extra mince parce que c'est une Light Days. Essayez la nouvelle protection légère, Light Days Contour ou la Light Days originale de forme ovale. Light Days, votre forme de protection. Isabelle, c'est Cécile. Est-ce que tu as l'adresse d'Adeline? Oui, pourquoi? J'arrive. 3 femmes confrontées aux difficultés de la vie. Femmes de personne à Ciné Mardi la semaine prochaine.
je regardais ses dents. C'est une déformation professionnelle. Moi, la première chose que je regarde chez un être humain, c'est ses dents. Il y a des dents très intéressantes. Monique, c'est pas de l'amour que je t'offrais, là. C'est juste faire l'amour avec toi. Hein? L'amour, ça se trouve pas comme ça. Tu peux pas te commander un amour comme tu te commandes un T-bomb. Elle est dentiste, divorcée tout comme lui. Il n'en fallait pas plus à l'amour pour les réunir. Avec un grand A, avec Louisette Dussault et Marc Messier, mercredi 21h. Pour commencer, un épais filet de sole au goût bien frais. Puis, une légère panure à l'orientale, délicatement assaisonnée. Faites cuire 20 minutes au four ou 3 minutes au four micro-ondes. Ajoutez votre salade préférée et vous voilà prêt à déguster les filets soupes légers de Highliner. 200 calories par filet. Morue, goberge, aigle fin, sole. Du bon poisson pour votre argent. Highliner, question poisson. Nous sommes si difficiles que nous pêchons le nôtre. À Téléservice ce soir. En prenant le virage santé logique, découvrons l'importance de l'espace vital. La peur diminue-t-elle la qualité de vie des personnes âgées? Le sida, sans question, sans réponse. Coupe Montréal, une compétition internationale d'haltérophilie. Le nouveau solaire, des maisons construites en fonction de la chaleur du soleil. Abus de pouvoir, manipulation, sévices psychologiques, discrimination. Que se passe-t-il dans nos écoles? Philippines, Ferdinand Marcos a pris la fuite. Et le monde de l'éducation tend la main aux petites entreprises qui veulent s'informatiser. Tous les samedis, en studio, sur plateau, parce qu'on est bien curieux. TV Hebdo est sur les lieux. Allume ton TV Hebdo, c'est le magazine complet de la télé. Cet hebdo-là est unique. On le trouve dans des banques et des caisses populaires et c'est gratuit. Sauf en ce qui concerne l'information dans Habitabec. Elle vaut son pesant d'or. Des articles de fond sur des sujets d'un intérêt inestimable. La protection du consommateur, le dernier cri, la dernière mode, les adresses des fournisseurs et constructeurs, décoration, rénovation, l'immobilier, la valeur réelle des maisons, le logement, sans oublier les petites annonces. Pour de l'information qui vaut son pesant d'or, Habitabec, le guide complet pour mieux se loger. Ici Claude Saucier, bonsoir. Malgré que les règlements, les lois aient changé dans le milieu scolaire depuis bien des années, on peut se rappeler que les professeurs avaient le droit, parfois, il y a encore pas si longtemps, de frapper un élève quand c'était nécessaire. Aujourd'hui, c'est disparu, mais il semble subsister de l'oppression dans les écoles que nous allons décrire tout à l'heure plus attentivement. D'abord, j'aimerais savoir s'il y en a ici autour de la table qui ont déjà vécu une forme de violence à l'école qui les a marqués. Jeannette, par exemple, est-ce que vous avez eu des problèmes quand vous étiez à l'école? Est-ce que vous avez des choses? Ben, sans doute, comme tous les enfants, mais je dois dire que les professeurs n'étaient pas violents envers nous. Dans les couvents de filles, on se faisait pas battre. Mais avec le nom que vous portez, Biondi, est-ce qu'il y avait une forme de racisme? Ah, ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est arrivé. Effectivement. Oui, c'est arrivé. Guy Richer, est-ce qu'on vous a claqué par la tête des fois? Oui, j'ai eu mes taloches, là, comme tout le monde, là, tirer l'oreille, tirer les cheveux. Je ne le méritais pas toujours. Bon. Mais la punition la plus sévère à laquelle j'ai assisté, c'était pas moi, Dieu merci, on a obligé, forcé un enfant, un élève... Vous êtes sûr que c'était pas? C'était pas moi, ça, je peux même vous dire qui, mais je ne vous dirai pas. Dans le coin, à genoux, les bras en croix, avec un dictionnaire dans chaque